comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de compo. Avant toute chose, si vous voulez voir comment j'ai recréé ce look, je vous mettrai la vidéo dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous savez que je m'intéresse maintenant depuis quelques années aux compositions et j'essaie vraiment d'apprendre à les lire et de savoir un petit peu ce qu'il y a dans les produits que j'achète et ce que j'achète finalement, pourquoi je mets mon argent. Je me suis aidée de blogs, de sites, d'applications, de chaînes YouTube et j'ai réussi à force en fait de m'entraîner à voir des mots, à voir des compositions, à décrypter les compositions par moi-même sans avoir besoin de regarder toutes les 2 secondes sur une application. Vous avez été beaucoup à me demander comment j'avais fait, comment faire pour s'y retrouver là au milieu, si j'avais pas des petites astuces pour vous aider en fait à savoir si une composition était bonne ou mauvaise. Et du coup c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'ai décidé de vous donner des petites astuces pour vous y retrouver là au milieu parce que c'est pas toujours simple. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, premièrement j'ai les yeux qui coulent, le rhume des foins toi-même tu sais. Deuxième chose, c'est la première fois que je prépare une vidéo. J'espère que ce sera pas trop chiant parce que j'ai jamais préparé de vidéo avec des trucs écrits. Et dernière chose, je ne suis absolument pas une professionnelle, donc si vous avez des compléments d'informations ou si j'ai dit une connerie, je vais essayer de pas trop en dire, promis, rajoutez-les dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vais vous mettre dans la barre d'infos une liste des youtubeuses, blogueuses que je suis qui m'ont permis en fait d'apprendre et de savoir reconnaître quels ingrédients sont bons, mauvais. Si vous n'en avez rien à faire d'apprendre ça par vous-même, vous pouvez très bien utiliser des applications. Je vous conseille fortement l'application Composcan qui malheureusement est un service payant mais qui au moins n'est pas une application influencée par les marques. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, je vous mettrai la vidéo de la petite Gabi dans le petit i qui concerne les applications. C'est pour cette raison que je ne les utilise pas. Et si vous voulez pas payer pour Composcan, vous avez le site internet La Vérité sur les cosmétiques. Tout est en barre d'infos encore une fois. Première étape, définir quelle est une bonne composition selon vous. On n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes besoins et on n'a pas tous la même vision des choses. Par exemple, il y a des gens qui vont totalement éliminer le silicone de leur composition. Moi personnellement, c'est pas un ingrédient qui me gêne en soi parce qu'on y reviendra plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est vrai que j'essaye de le limiter. Par contre, si on en a un petit peu, ça me dérange pas. Donc je vais faire cette vidéo un peu d'une manière générale et qui sera proche de ma vision et de ma conception de la bonne composition. La définition d'une bonne compo selon moi, c'est une composition qui est relativement courte et qui est qualitative. C'est-à-dire que dans la composition, on va retrouver des ingrédients qui vont être actifs et utiles pour la peau et dans laquelle on va retrouver peu d'ingrédients superflus comme le silicone, les conservateurs, ce genre de trucs. Bien évidemment, pour moi, une bonne compo, c'est une compo où il y a pas ou très peu d'ingrédients controversés, phénoxyéthanol, PEG, parabènes, etc. Donc voilà un petit peu pour ma part la définition d'une bonne compo. Bon, d'une fois que vous avez ça, comment on fait pour apprendre à lire une composition? Tout d'abord, il faut vous référer absolument, et ça c'est hyper important, à la liste INCI. Qu'est-ce qu'une liste INCI? La liste INCI, c'est la liste que vous voyez sur le produit avec les noms scientifiques des produits. Elle est obligatoire, elle doit figurer sur le produit et s'il n'y a pas cette liste quelque part, c'est qu'il y a un problème. On voit souvent sur certains sites, je pense à par exemple Yves Rocher, si vous allez sur leur site internet, je sais pas si ça a changé maintenant, mais il fut un temps, la liste INCI ne figurait pas. Et pour moi, si on ne met pas sa liste INCI en avant, c'est qu'on cache quelque chose ou qu'il y a un problème. Sachez que c'est des listes qui sont obligatoires pour être vendues dans le commerce, qu'elles doivent absolument figurer et être écrites correctement. Elle doit d'abord contenir les noms scientifiques des ingrédients. Elle doit être écrite dans un ordre décroissant. En haut de liste, on aura les produits qui figurent en plus grande quantité dans le produit et au fond les produits qui figurent en plus petite quantité. Deuxième chose, veillez à ce que cette composition soit courte ou plus ou moins courte. Faites attention encore avec cette astuce là parce que dans certains produits vous avez des compositions qui peuvent être courtes où on va retrouver de l'eau, du silicone, de l'acide hyaluronique, des PEG et un parfum. La composition sera courte mais la composition
composition ne sera pas très qualitative. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce qu'il y a peu d'ingrédients que ce sont de bons ingrédients. Prends notamment Melvita comme exemple, qui a des compositions qui sont plutôt longues mais qui sont beaucoup plus qualitatives qu'une composition qui pourrait être plus courte, parce qu'on a des ingrédients actifs en début de composition et on a beaucoup d'huiles essentielles, etc. C'est pas parce qu'elle est longue qu'elle est mauvaise. Mais effectivement, ça peut être un critère qui fait que plus une composition sera longue, plus on va rajouter de la merde dedans. Deuxième chose qu'il faut faire pour lire une composition, c'est repérer l'ingrédient phare. Si vous achetez un shampoing à l'huile d'argan, faites bien attention que l'huile d'argan se retrouve dans les compositions. Ça arrive hyper souvent que dans un produit, on vous vante les mérites d'un ingrédient et souvent on se rend compte en lisant les compositions que soit il n'y figure pas du tout sur la liste Kinky, ça veut dire qu'il n'y en a pas dedans, soit il est vraiment en toute fin de composition et dans ce cas-là, quel est l'intérêt? Achetez-vous une huile d'argan pure plutôt que de vous acheter ce produit-là. Je prends par exemple le cas de l'huile d'argan, vous allez retrouver ce nom-là qui est l'Argania spinosa dans la liste Inky, ou alors si vous achetez un produit à l'acide hyaluronique, il va devoir être marqué sodium hyaluronate. Donc faites attention que votre ingrédient phare figure dans la liste Inky, c'est très important et ça vous prouve aussi que vous avez acheté un produit qui ne vous ment pas. Autre astuce, repérez le parfum dans la composition. Le parfum en général c'est un ingrédient qui est vraiment ajouté en toute petite quantité puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup de produits pour parfumer quelque chose. Soit ça va être marqué parfum, soit vous allez avoir ce genre de nom là qui sont en fait des huiles essentielles qui vont parfumer. Ce produit là est en général mis en fin de composition puisque la quantité qui est ajoutée au produit est si infime que si vous retrouvez des ingrédients après le parfum dans la liste Inky, ils ne servent à rien. Parce que leur quantité sera tellement infime qu'ils n'auront aucune utilité pour la peau. Donc pour revenir au produit à l'huile d'argan que je parlais tout à l'heure, si vous voyez huile d'argan après le parfum dans votre shampoing, ne l'achetez pas, ça n'a foutre aucun intérêt. Autre chose, vous pouvez éviter les silicones. Les silicones ne sont pas dangereux pour votre organisme, sauf celui-là. On sait pas trop, il est suspecté d'être perturbateur endocrinien, mais d'un avis général, les silicones ne sont pas nocifs pour vous. Ils vont avoir un effet occlusif, ça c'est sûr, ils vont avoir un effet alourdissant pour les cheveux, ils vont avoir un effet lissant au niveau de la peau, mais ils sont inertes pour votre corps, finalement c'est du plastique en fait, basiquement. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans les bases lissantes, dans les crèmes anti-âge, dans les soins pour les cheveux censés réparer les pointes, etc. Si vous avez une peau qui réagit fortement au silicone, à l'occlusion, si vous avez vraiment les cheveux qui regraissent beaucoup, je vous conseille vraiment d'éviter le silicone en racine et de l'éviter un maximum sur votre peau. Il va aussi en fait entre guillemets ralentir la pénétration des actifs que vous allez mettre sur votre peau. Je vous prends un exemple, si vous achetez un super sérum Estée Lauder plein de silicone que vous appliquez sur le visage et que par-dessus vous allez mettre votre crème hydratante extrêmement chère, la couche de silicone que vous allez mettre en dessous ne va pas permettre à la crème qui a par-dessus de pénétrer correctement et c'est un peu dommage d'acheter une crème hydratante aussi chère si le sérum fait déjà barrière. Donc dans l'idée ce serait bien d'avoir un sérum sans silicone et une crème hydratante avec du silicone si vous voulez ou non. Les deux sans silicone c'est encore mieux, ça laisse respirer la peau. Si vous voulez les éviter, il va falloir éviter tous ces noms là, donc tous les noms en déméthicone et éthicone, con, siloxane et j'en passe. Il faut également faire attention aussi aux dérivés de silicone qui sont extrêmement utilisés dans les produits marqués sans silicone. En fait, c'est totalement faux. On utilise des quaternaires ou des CAT. C'est en fait un dérivé du silicone classique qui va avoir le même effet que le silicone basiquement. C'est juste qu'il est nommé différemment. Donc ça va être tous les noms en goire, les quartz, des choses qui se finissent en trium, polyquaternium, etc. Les silicones ne sont pas très bons pour l'environnement. Donc si vous voulez les éviter, c'est bien. Typiquement, par exemple, pour ma routine soin de cheveux, j'utilise du silicone sur mes longueurs, mais je n'en utilise plus du tout au niveau des racines parce que ça me graisse les cheveux, ça étouffe mon cuir chevelu. Par contre, sur mes longueurs qui sont vraiment abîmées, décolorées, ça permet qu'ils ne soient pas en PLS. Autre chose que vous pouvez faire, c'est éviter à tout prix les sulfates décapants. Tout ce qui est sodium laureth sulfate, sodium cétaïne sulfate, je vous mettrai encore une liste ici. Ce sont en fait des tensioactifs qui vont décaper
absorber et agresser votre peau, agresser votre cuir chevelu, agresser votre corps. Ça sensibilise, ça peut endommager le film hydrolipidique de la peau et ça... on veut pas. Concrètement, ce sont des tensioactifs qu'on retrouve dans les produits vaisselle, les produits pour nettoyer les toilettes, et vous allez même avoir ce genre de produit dans votre après-shampoing. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a pensé à mettre un tensioactif dans l'après-shampoing, ça ne sert strictement à rien. Ce ne sont pas du tout des produits qui sont doux pour la peau. Donc si vous retrouvez ce genre d'ingrédients dans la listing key, évitez ce produit-là, évitez de l'acheter. Préférez plutôt des sulfates doux comme le décylglucosique, le cocobétaïne, enfin bref, je vous le mettrai ici, qui sont quand même des tensioactifs qui vont un peu agresser, mais beaucoup moins que les SLS et ce genre de trucs. À noter que s'il figure dans la listing key un sulfate de type SLS agressif et un sulfate doux et que il n'y a que les deux, ça reste quand même un produit agressif et ça reste beaucoup plus agressif que 5 tensioactifs considérés comme doux. Je vous fais ce comparatif là parce que typiquement dans la gamme Botanicals de chez L'Oréal, on retrouve justement un tensioactif agressif et plein de tensioactifs doux. Ça reste quand même un produit beaucoup trop décapant pour le cuir chevelu et ce qui explique que mon cuir chevelu régressait. Autre chose pour ne pas vous faire berner, faites attention au packaging, faites attention au label. Un label ne veut absolument rien dire. Sachez que pour avoir un label, il faut payer en fait. Donc c'est que les grandes entreprises qui peuvent se les payer. Et surtout un packaging vert, un packaging avec des feuilles, avec un champ de la nature ou je ne sais pas quoi, ça ne veut pas dire que c'est bon pour vous. Lisez les compositions, lisez les listing keys. Si vous avez un doute sur un ingrédient, je vous invite fortement à le taper dans le site La Vérité sur les cosmétiques, comme ça au moins vous êtes sûr. Et voilà pour mes astuces. J'ai vraiment survolé, mais alors survolé le sujet. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des précisions, si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que j'aurais pu faire une vidéo de 4 heures sur ce sujet, mais j'avais vraiment envie de regrouper des petites astuces simples que tout le monde peut faire et que tout le monde peut mettre en place facilement en fait, parce que repérer les silicones, repérer les sulfates, c'est donné à tout le monde. Après on arrive dans des trucs un peu plus techniques et on n'a pas forcément l'envie de passer 4 heures à épier une composition, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc j'espère que ces petites astuces vont vous aider à vous y retrouver un peu là au milieu. Faites attention à ce qu'on vous vend, faites attention au marketing, c'est très important, et bien évidemment ne vous sentez pas coupable d'utiliser des produits de commerce avec des compositions dégueu. Chacun fait bien ce qu'il veut. Je fais cette vidéo vraiment pour ceux qui ont envie de changer un peu leur mode de consommation ou qui ont simplement envie de comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Si vous voulez vous abonner, c'est avec grand plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.